N'accordons-nous pas trop de place aux préjugés. Bien que nous connaissions tous le dicton populaire « l'habit ne fait pas le moine », force est de constater que bien souvent, des apparences trompeuses altèrent notre jugement et nous continuons de penser selon des codes culturels et sociaux dont la valeur est parfois loin d'être fondée. L'histoire que je vais vous raconter maintenant montre que dans certains cas, ce travers peut avoir des conséquences incalculables. Ringgold, dans l'État de Géorgie, est un petit village tranquille situé au pied des Blue Ridge Mountains. La vie y est simple. La rue principale ne compte que 3 feux de signalisation et la plupart de ses 750 habitants se connaissent et travaillent ensemble. Alvin Ridley fait figure d'original parmi ses concitoyens. À une époque, il dirigeait l'atelier de réparation de télévision. En 1966, il épouse Virginia Heike, alors âgée de 18 ans. La jeune femme rompt presque aussitôt les liens avec sa famille. Selon Alvin, elle la trouvait trop intrusive. Mais sa sœur, Trixie LeCroy, soutient que c'est lui qui a forcé Virginia à s'éloigner de ses proches. Je leur ai envoyé une invitation pour chaque mariage, chaque enterrement, chaque naissance dans la famille, mais en vain. Ils ne se sont jamais manifestés, pas une seule fois. Mon père est décédé. Il a rendu l'âme après avoir tout fait, tout tenté pour revoir sa fille. Mais il ne l'a jamais revue. Du jour où elle s'est mise à fréquenter M. Ridley, il ne l'a plus revue. Alvin n'a pas très bonne réputation à Ringgold. L'homme est procédurier. Dès qu'il pense que quelqu'un lui a fait le moindre tort, il le traîne devant les tribunaux. Ce comportement devenu légendaire lui a valu de nombreux ennemis. Il accusait sans cesse les gens. Il était très méfiant. Il ne faisait confiance à absolument personne. Forcément, il a fini par être en froid avec pas mal de monde. Le personnel de la mairie, contre lequel il se battait pour des questions de permis, le chef de la police et bien entendu le shérif du comté. En 1984, après un accident de voiture anodin, il poursuit plusieurs personnes en justice, mais ces dernières se retournent contre lui, il perd son procès et son utilitaire est saisi. C'était en juillet 1984. Ils ont saisi ma fourgonnette illégalement sans même un procès équitable. C'est pour ça que j'ai perdu tous mes clients, tous mes amis, et que mes fournisseurs et mes créanciers se sont retournés contre moi. Personne ne voulait plus me vendre de stock, alors j'ai été forcé de fermer boutique. Ils ont saisi l'utilitaire d'Alvin en 1984. Il affirme que tout a basculé à partir de ce moment. Ça a été le début de la fin. Pour Alvin, c'est le début d'une descente aux enfers. La saisie de son utilitaire entraîne la faillite de son atelier de réparation de télévision. Les villageois le surnomment Alvin le Cinglé. Sa réputation souffre aussi du fait que personne ne voit jamais son épouse, Virginia, pas même la famille de cette dernière. D'ailleurs, elle mourra 30 ans après son mariage, sans jamais revoir ses proches. Les gens se méfiaient de lui à cause de son caractère. Tout le monde le trouvait bizarre. Même son avocat l'a décrit comme un type étrange qui vivait dans une maison infestée de cafards. Un maniaque qui accumulait les vieilleries et qui ne semblait pas avoir beaucoup d'estime pour ses contemporains. Il ne recherchait pas la compagnie d'autrui et encore moins celle de la famille de Virginia. Il y a une chose que je ne comprends pas. Si elle était fâchée avec sa famille, pourquoi refusait-elle aussi d'ouvrir sa porte à ses amis? Je me suis dit qu'il lui avait peut-être interdit de le faire. Il s'était peut-être fâché contre elle et l'avait sommée de ne recevoir personne. L'idée qu'il la tenait peut-être captive m'a même traversé l'esprit. Ce qui peut bien se passer dans la maison isolée des Ridley alimente tous les ragots du village. Mais au matin du 4 octobre 1997, une nouvelle éclate. Virginia a été retrouvée morte dans son lit, tout habillée.
Quand le personnel médical arrive sur les lieux, le corps est déjà raide, preuve que le décès remonte à plus de 8 heures. Trixie LeCroy est convoquée pour identifier le corps de sa sœur. C'était au-delà de mes forces. Le mari de ma sœur était avec une femme. Ils sont entrés tous les deux et quand elle est ressortie, elle m'a dit « C'est une bonne chose que vous ne soyez pas entrés. Ce n'est pas beau à voir. » Elle a ajouté que ses cheveux n'avaient pas été peignés depuis des années, qu'ils étaient complètement emmêlés et pleins de nœuds. Apparemment, elle ne pesait même pas 40 kilos. Elle n'avait plus que la peau sur les os. De nouvelles rumeurs se mettent à circuler à Ringgold sur Alvin Ridley et le rôle qu'il a certainement joué dans le décès de sa femme. En octobre 1997, Virginia Ridley est retrouvée morte chez elle, amaigrie et négligée. Morte dans sa pauvre maison, infestée de fourmis et de cafards, dépourvue d'eau courante et de téléphone. La nouvelle fait d'autant plus sensation que personne dans le bourg ne l'avait revue depuis son mariage, célébré 30 ans plus tôt. Certains même imaginaient qu'elle était secrètement morte et enterrée depuis longtemps. D'autres, mauvaise langue sans doute, la croyaient séquestrée par son mari, un homme peu sociable et procédurier. Dans ce climat de suspicion, rumeurs et vraies questions se mêlent. Et la police enquête. Pour quelle raison Alvin, son mari, a-t-il attendu au moins 8 heures avant d'appeler les secours? Trixie LeCroy, la sœur de la défunte, est persuadée quant à elle que Virginia serait toujours en vie si Alvin avait réagi à temps. Je n'ai aucun doute là-dessus. Cet homme est responsable, directement ou indirectement, du décès de ma sœur. On ne pourra jamais me convaincre du contraire. Les enquêteurs retracent les faits et gestes d'Alvin après le décès de sa femme. Tu es réveillé? Alvin raconte qu'à son réveil, sa femme était déjà morte. Il a pris son véhicule et s'est mis à la recherche d'une cabine téléphonique. Il avoue être passé devant la caserne des pompiers. Ces derniers auraient pu lui prêter assistance. Mais au lieu de s'arrêter, il continue sa route vers une cabine située en dehors du village. Il ne contacte pas l'hôpital le plus proche, mais celui de Chattanooga, dans le Tennessee, à une 50aine de kilomètres de distance. Le standardiste lui conseille d'appeler police secours, ce qu'il finit par faire. Voici l'enregistrement de cette conversation. Ici police secours, votre adresse? 134 rue Eman. Quel est le problème? Je crois que ma femme est décédée. Au 134 rue Eman? Ouais. Elle respire? Je ne crois pas. J'appelle d'une cabine qui se trouve derrière la scierie. Vous n'avez pas le téléphone? Non. Vraiment? Les enquêteurs sont frappés par le ton détaché d'Alvin. Cet appel ne ressemble en rien à ceux que Police Secours reçoit habituellement. L'examen initial du cadavre est mené par le médecin légiste du comté, Vanita Hollander. Elle découvre dans les yeux de Virginia des signes d'hémorragie pétéchiale provoqués par la rupture des vaisseaux sanguins. Ce genre de chose est fréquente quand la victime a été asphyxiée ou étranglée. Il s'agit d'une femme de 49 ans. Elle souffre de dénutrition avec des hémorragies pétéchiales dans les yeux. Le lendemain, une autopsie complète est pratiquée. Frédéric Hellman, médecin légiste, découvre des ecchymoses dans les tissus sous-cutanés du cou de Virginia. Ce détail, que le médecin légiste n'a pas noté dans son rapport, semblerait confirmer qu'elle a été étranglée. La police déclare qu'il s'agit d'un meurtre et inculpe son mari, Alvin Ridley, d'homicide volontaire.
Les habitants de Ringgold, qui le prennent pour un fou, ne sont guère surpris par la nouvelle. En fait, tout le monde pensait déjà qu'il avait tué sa femme à la fin des années 60 ou au début des années 70. Certains racontaient même qu'il l'avait tuée il y a très très longtemps. Et voilà qu'un beau jour, il appelle police secours. On retrouve un cadavre tout frais dans son lit, et c'est celui de sa femme. En raison des hémorragies pétéchiales dans les yeux de la défunte et de sa condition physique, le médecin légiste a estimé que la mort était d'origine criminelle. Les enquêteurs découvrent que Virginia n'avait pas fait appel à un médecin depuis bien longtemps. Ils ont vérifié dans un périmètre de 150 km. Aucun médecin, aucun spécialiste, aucune pharmacie, aucun hôpital. En 30 ans, cette femme n'était allée nulle part. Tous les médias nationaux s'emparent de l'affaire. Binnie Wyatt est alors reporter pour un journal de Chattanooga. Personne ne connaissait vraiment cet homme. Tout ce que les gens savaient, c'était qu'il était solitaire et que Madame Ridley n'était pas apparue en public depuis une vingtaine d'années. Quand on considérait ces deux éléments, on avait tendance à se dire que c'était une bien étrange affaire et que ces gens étaient plutôt bizarres. Le village de Ringgold se prépare au plus grand procès de son histoire. Mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise, et Alvin créera l'événement en expliquant la façon dont sa femme est morte. Trixie LeCroy se rend régulièrement sur la tombe de sa sœur. Dans un sens, elle a plus de contact avec elle après sa mort que de son vivant. En effet, Trixie, tout comme le reste de la famille, n'a pas vu Virginia pendant ses 30 ans de vie commune avec Alvin Ridley, l'homme accusé de son meurtre. Je vais vous dire une chose. Si Dieu existe et qu'il est tout-puissant, ce que je crois, je ne voudrais pas être à la place de cet homme le jour du jugement dernier. Alvin Ridley clame sans relâche son innocence. Je me sentais complètement déprimé. J'étais triste d'avoir perdu la femme que j'aimais. On a été mariés 30 ans. On a vécu heureux, en bon chrétien. Je ne l'ai jamais frappée. Elle non plus, de toute notre vie commune. Bien sûr, on se disputait parfois, mais ça n'a jamais été plus loin. McCracken Poston, l'avocat d'Alvin, sait qu'il ne sera pas facile de tirer son client d'affaires. Sa réputation et son comportement après le décès de sa femme rendent sa défense particulièrement difficile. Plusieurs membres de ma famille m'ont dit que c'était un fou, capable de tout. J'étais sur le point de me marier. Plusieurs membres de la famille de mon épouse, craignant pour moi, ont essayé de me dissuader de le défendre. Alvin avait mauvaise réputation. Certains le décrivaient comme un va-nu-pied, d'autres comme un escroc. Au fur et à mesure que l'enquête policière progresse, les éléments à charge s'accumulent contre Alvin Ridley. Pourquoi a-t-il appelé la police d'une cabine publique située à l'autre bout du village, alors qu'il en existait une près de son domicile? Pourquoi n'a-t-il pas demandé l'aide des pompiers alors qu'il était passé devant leur caserne? Pourquoi n'a-t-il pas téléphoné à l'hôpital le plus proche, mais à un autre, éloigné de 50 km? S'il avait voulu retarder l'arrivée d'une ambulance afin de s'assurer que sa femme ne pouvait plus être réanimée, il n'aurait pas procédé autrement. Le rapport d'autopsie est par ailleurs accablant. L'examen du cadavre de Virginie a révélé des traces de strangulation et la présence d'hémorragie pétéchiale, c'est-à-dire sous la peau. Selon le médecin légiste, la malheureuse a de toute évidence été étranglée ou étouffée. Pour autant, et en dépit des indices qui l'accablent, Alvin Ridley continue de clamer son innocence. Si son avocat veut lui éviter d'être condamné à une lourde peine, il doit apporter au procureur les preuves formelles de son innocence. Une tâche qui ressemble à un défi
Dans un premier temps, l'avocat va inspecter la masure du couple. Et il découvre, avec stupéfaction, que les murs sont recouverts de lettres manuscrites. Certaines étaient adressées au Congrès et avaient été écrites par Alvin. Mais j'en ai découvert d'autres, rédigées d'une écriture très particulière, qui n'était manifestement pas de sa main. Je lui ai demandé qui en était l'auteur et il m'a répondu « Virginia ». J'en ai arraché une du mur et j'ai dit à Alvin « Cela va vous sauver, il me les faut toutes ». Il y a des centaines de lettres, toutes apparemment de la main de Virginia. Certaines racontent simplement ce qu'elle a fait ce jour-là ou ce qu'elle a regardé à la télévision. L'avocat découvre également une pile de cahiers dans lesquels sont recopiés des chapitres entiers de la Bible. Mais la plupart de ces écrits sont des lettres d'amour adressées à Alvin. Selon McCracken Poston, elles n'ont pas pu être rédigées par une femme retenue prisonnière contre sa volonté. Mais comment prouver à un jury que Virginia est bien l'auteur de ces missives? L'avocat les envoie à Brian Carney, un expert en analyse de documents. Pour authentifier les lettres attribuées à la défunte, il ne dispose que de quelques vieux documents administratifs sur lesquels figure sa signature. Il compare les écritures et remarque un certain nombre de similitudes caractéristiques. On peut voir au premier coup d'œil que les 3 i dans le nom de Virginia sont tous plus hauts que les autres lettres. Ils sont en minuscules. Leur tracé est assez cursif, et si on dessinait une ligne horizontale au-dessus du nom, du premier i à la dernière lettre, on verrait distinctement que tous les i sont plus hauts que les autres caractères. Quand on regarde l'ensemble de la série pour établir une comparaison et répondre à la question posée, on voit clairement que le tracé des i est récurrent et que c'est la façon d'écrire habituelle de cette personne. J'ai donc pu affirmer qu'il y avait de fortes similitudes qui pourraient prouver que Virginia était l'auteur de tous les documents que j'ai comparés. Les similitudes les plus frappantes concernent plus particulièrement l'agencement des caractères dans la signature des lettres et dans le nom Virginia qui figure sur les documents. La famille de Virginia révèle aux enquêteurs qu'elle souffrait d'épilepsie depuis son enfance. L'épilepsie est une maladie neurologique caractérisée par de violentes attaques de convulsions dues à des décharges électriques incontrôlées dans le cortex cérébral. D'après ses lettres, Virginia avait cessé de prendre ses médicaments antiépileptiques plusieurs années avant son décès, préférant s'en remettre à sa foi en Dieu pour guérir. L'avocat d'Alvin consulte le neurologue Braxton Wallamaker, qui lui apprend que les hémorragies pétéchiales accompagnent souvent ce qu'on appelle la mort subite de l'épileptique. Ce syndrome se produit chez les patients qui ont décidé d'arrêter leur traitement ou dont la maladie n'a pas été diagnostiquée. Je connais des gens qui se sont endormis à côté de leur conjoint épileptique et qui l'ont retrouvé mort à leur réveil. Dans ce cas, ils n'ont pas été témoins de la crise qui a provoqué la mort. D'ailleurs, certains neurologues ne sont pas convaincus que la cause de ces décès soit la crise d'épilepsie elle-même, mais que la mort de ces patients serait le résultat des modifications du rythme cardiaque et du fonctionnement respiratoire provoqué par l'activité épileptique dans le cortex. Plus médecins et policiers étudient le cas de la malheureuse, plus ils constatent l'étendue et la gravité des maux dont elle était affectée. Car en plus des crises d'épilepsie, Virginia souffrait d'agoraphobie et d'hypergraphie. L'agoraphobie, la peur des espaces ouverts, explique sa réclusion volontaire depuis des dizaines d'années. L'hypergraphie provoquée par un dérèglement neurologique, dû certainement à l'épilepsie, et le besoin impérieux d'écrire. Cette maladie explique l'énorme quantité de lettres et de carnets que Virginia avait noircis. Un journal intime de plus de 10 000 pages. Seule cette activité lui permettait de recouvrer entre deux crises un semblant d'équilibre. Alvin Ridley
confirme au policier que son épouse, très croyante, avait cessé de prendre des médicaments, préférant remettre sa vie entre les mains de Dieu. Il ajoute aussi que le soir de sa mort, Virginia avait eu une crise d'épilepsie particulièrement violente. Une fois la crise passée, elle s'est sentie un peu mieux et je lui ai demandé « Ça va aller ?» Elle m'a souri et m'a répondu « Oui mon chéri, je t'aime. » J'ai pensé que le pire était passé, alors je suis allé me coucher. Mais selon Alvin, elle était déjà morte quand il a essayé de la réveiller le lendemain matin. Il déclare que ces crises étaient la raison pour laquelle personne n'avait vu Virginia pendant toutes ces années. Elle avait honte de sa maladie et ne voulait plus avoir aucun contact avec le monde extérieur, pas même avec sa famille. Mais son avocat doit encore franchir un dernier obstacle. Il lui faut trouver une explication aux ecchymoses sur le cou de Virginia, qui, selon le médecin légiste, indique qu'il s'agit d'un homicide. Le procès d'Alvin est présidé par le juge Ralph Van Pelt. Connaissant la réputation de l'inculpé due à son esprit procédurier et à ses incessantes querelles de voisinage, il ordonne son évaluation psychologique. Il aurait probablement été déclaré irresponsable conformément à la législation en vigueur dans l'État de Géorgie qui prévoit le cas d'aliénation mentale au moment des faits. Le rapport du psychologue indiquait qu'il était apte à subir un procès, capable de participer à sa défense et de distinguer le bien du mal. L'avocat d'Alvin doit réfuter la thèse de la strangulation soutenue par le ministère public et expliquer la présence des ecchymoses sur le cou de la défunte. Il engage le docteur Robert Goldberg pour qu'il pratique une contre-expertise. Ce dernier découvre qu'un employé du cabinet du médecin légiste, voulant procéder à une analyse toxicologique, a ponctionné du sang dans une veine du cou de Virginia, ce qui est contraire au protocole. C'est totalement illégal et ça représente un grave manquement au protocole. Selon le docteur Goldberg, les marques de seringue ont provoqué les ecchymoses révélées le lendemain par l'autopsie. On parle alors d'artefact, un terme qui désigne toute altération produite artificiellement lors d'un examen post-mortem. Je pense que tous les médecins légistes devraient suivre une formation approfondie en matière d'autopsie, même s'ils n'en pratiquent pas eux-mêmes. Ils devraient connaître le protocole à suivre. À mes yeux, il était évident que ce médecin légiste s'était totalement fourvoyé et n'avait pas respecté la procédure. Dans l'État de Géorgie, les médecins légistes sont élus. Et c'était la première affaire de mort suspecte que supervisait Vanita Hollander depuis son élection. L'avocat d'Alvin est convaincu que son inexpérience et ses préjugés contre l'inculpé ont influencé son jugement. Alvin Ridley la terrifiait. Pour la plupart des gens du coin, c'était un personnage louche et impénétrable. Je pense que son jugement a été totalement dominé par la peur. Quand elle a accompagné le corps de Virginia au laboratoire de la police criminelle, elle a déclaré en arrivant « Cette femme était enfermée dans une cave depuis 30 ans ». L'autre médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie s'est laissé influencer par cette remarque, qui était dénuée de tout fondement. Et il a trouvé tout naturel de conclure à un homicide par strangulation. Vient enfin le tour d'Alvin Ridley de s'exprimer. Il raconte qu'il est passé devant la caserne des pompiers sans s'arrêter parce qu'il s'était disputé avec certains d'entre eux et qu'il ne leur faisait pas confiance. Il ajoute qu'il a appelé l'hôpital de Chattanooga parce que c'est là qu'il avait emmené sa mère quelques années auparavant et qu'il n'en connaissait pas d'autres. Puis il déclare que les lettres de Virginia sont le témoignage de l'amour qui les unissait. C'est une vraie histoire d'amour. Monsieur Ridley a dit qu'il aimait sa femme et que cet amour était la seule chose qui lui restait.
Durant sa déposition, il a été très convaincant, il était en larmes. Il a été très convaincant. Sa sincérité était palpable et je pense que c'est ce qui a convaincu les jurés. Après 2 heures de délibération, les jurés prononcent son acquittement. Alvin, blanchi de toute accusation, est certain que Virginia, à travers ses lettres, l'a sauvé d'une vie derrière les barreaux. Je pense que ma femme et le Seigneur m'ont sauvé, ainsi que les jurés. Alvin Ridley vit toujours dans la même maison délabrée à la périphérie de Ringgold et rêve de rouvrir son atelier de réparation de télévision. Il se rend régulièrement sur la tombe de Virginia, ce qu'il considère comme un privilège que la science lui a accordé en établissant son innocence. C'était sûrement un homme étrange. J'ai cru comprendre qu'il était extrêmement solitaire, qu'il n'avait aucune des aptitudes nécessaires à la vie en société. Hélas, c'est en grande partie à cause de ça qu'il a été inculpé de meurtre et qu'il s'est retrouvé devant un tribunal. Mais heureusement, la vérité a triomphé et il a été acquitté. Mon Dieu, sans les preuves scientifiques, il aurait été extrêmement difficile de s'en sortir. À cause du poids des préjugés de la population à son égard et de la mauvaise réputation dont il était victime du fait de son comportement pour le moins insolite des années durant. Je pense que cette affaire illustre bien la façon dont la justice fonctionne. Tout citoyen a des droits et c'est au ministère public de prouver sa culpabilité au-delà du doute raisonnable. Elle démontre également qu'il est possible pour un homme aux ressources les plus modestes d'établir son innocence. Dans cette étrange affaire, la justice s'est exprimée et elle a triomphé des préjugés et de la rumeur publique. Elle met néanmoins en relief 2 éléments. Influencé par les commérages, le coroner Vanita Hollander n'a pas établi les circonstances de la mort de Virginia avec impartialité. Puis, en pratiquant une prise de sang post-mortem dans une veine du cou et en provoquant ainsi des hématomes qui ont été interprétés par le médecin légiste comme des marques de strangulation, elle a commis une lourde faute professionnelle. Cette faute aurait pu conduire Alvin Ridley à passer le reste de ses jours derrière les barreaux. La seconde remarque concerne la pugnacité de l'avocat de la défense. Sans la découverte des innombrables lettres d'amour que Virginia avait écrites à son mari et qui le disculpaient, le jury n'aurait pas innocenté Ridley, persuadé qu'il infligeait à sa femme des mauvais traitements et qu'il était responsable de sa mort. Ainsi, cette affaire démontre une fois encore que sans preuve scientifique avérée, la justice peut se transformer en un cynique jeu de hasard.